Olivier Soulier, vous étiez présent à l'Assemblée générale de la Ligue pour la liberté des vaccinations hier. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je pense que la Ligue est une vénérable institution, une des plus anciennes institutions privées de France, puisqu'elle va fêter ses 70 ans. Et c'est intéressant parce qu'elle se retrouve au cœur des problèmes actuels, puisque la vaccination s'est trouvée au cœur de la crise et comme une des armes fondamentales de l'industrie pharmaceutique, et aussi une des armes qui a été utilisée pour tenter d'asservir, c'est-à-dire que c'est un détournement fondamental de la fonction de la vaccination. La vaccination n'est pas faite pour asservir les populations et obliger les gens à avoir des QR codes. Ce n'est pas un objet de dictature et de tyrannie. Donc c'est intéressant que la Ligue se trouve au cœur du moyen qui a été utilisé et qui a fourvoyé, qui fourvoie le principe de la vaccination. Voilà. D'accord. Et vous êtes venu parce que vous êtes membre de la Ligue vous-même ou... Je suis venu parce que je suis membre et soutien de la Ligue et que je connais la Ligue depuis très longtemps et que je soutiens son action depuis très longtemps. D'accord. Vous avez animé la conférence qui suivait l'Assemblée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je pense que c'était une conférence très intéressante où on a vu beaucoup de témoignages. On a vu des témoignages d'enseignants qui avaient été bloqués parce qu'ils avaient pris la défense de leurs élèves, parce qu'ils n'avaient pas été soumis. On a vu des témoignages très intéressants de Frédéric Gohager qui nous a parlé de l'impact des mesures sanitaires sur les enfants, des difficultés. Oui, il est pédopsychiatre, voilà. Il était très apprécié. Voilà. Frédéric est un homme remarquable et il nous a bien expliqué toutes ces choses-là. Et, comment je dirais, on est vraiment dans le cœur de ce qui se joue et des conséquences. Puis après ça, j'ai parlé de ce qui, à mon avis, se joue sur le fond. On est vraiment, je pense, et je le dis souvent, dans une problématique de société fondamentale entre des gens qui voudraient gouverner le monde et qui utilisent tous les moyens possibles pour gouverner le monde et un mouvement naturel des êtres humains qui ont besoin de s'exprimer, d'être libres en eux-mêmes, avoir un libre arbitre. Et il y a une autre partie, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ces gens qui veulent dominer le monde, qui utilisent cette crise, comme d'autres choses encore, comme moyen de dominer, de gouverner le monde. Alors que le propre des êtres humains, c'est leur libre arbitre. Donc on est vraiment dans si on prend un peu de recul par rapport à cette crise et qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, on est vraiment dans une crise de société qui peut se concevoir à pas mal de niveaux. Au niveau géostratégique et géopolitique, on est dans la fin d'un cycle qui dure depuis Christophe Colomb, qui est le cycle de la colonisation. C'est-à-dire on a des empires qui tentent de coloniser les autres. Alors, il y a eu des empires importants, mais qui n'ont pas colonisé. Par exemple, l'Inde a été un empire extraordinaire. Jamais l'Inde n'a fait de conquête extérieure. La Chine est un empire des plus anciens au monde, 4 à 5 000 ans. Jamais la Chine n'a conquis le monde. Ils ont gouverné leur territoire, ils ont fait des murailles pour se protéger des invasions. Et en fait, l'impérialisme est arrivé avec Christophe Colomb, avec l'Europe, et tous les empires coloniaux se sont effondrés aux alentours de la Seconde Guerre mondiale. Et tous les empires coloniaux ont été tous repris par les États-Unis avec une autre manière de faire, beaucoup plus perverse, c'est-à-dire qu'officiellement on n'occupe pas les pays, mais on génère de la guerre partout pour en permanence essayer de diminuer les adversaires et qu'on n'ait pas vraiment d'adversaires. On manipule avec la finance, avec l'électronique, avec l'espionnage, comme nous l'a très bien expliqué Julian Assange. Donc, avec ce qui se passe en ce moment et les guerres actuelles, on est, je pense moi, à la fin de cette période-là. Et puisqu'on va sortir du monde unipolaire américain pour arriver vers un monde multipolaire, et ça me semble une bonne chose. Et je pense que ce que l'on a vécu au niveau de la crise, avec ce qu'on voyait, l'utilisation, la perversion de la vaccination, l'utilisation, la persécution des populations, le fait que les enfants ont été maltraités, qu'on a tué nos vieux dans les EHPAD, qu'on a empêché les médecins de soigner, tout ça, ce n'est qu'un épiphénomène qui a été utilisé pour tenter d'asservir les populations,
pour tenter de faire des QR codes partout. D'ailleurs, l'OMS se vante maintenant d'utiliser tout le système. Tedros, qui, n'oublions pas, est accusé de crimes de guerre, nous dit que grâce à la structure européenne de QR code, on va pouvoir monter le carnet de vaccination mondial. Tedros, c'est le président de l'OMS. Hein. Oui, Tedros, c'est le président de l'OMS. Et qui n'a rien à voir avec un problème de vaccin. Je veux dire que là... Qui n'est pas médecin en plus. Oui, en plus, qui n'est pas médecin. On dit docteur Tedros, mais il n'est pas médecin. Bon, donc on a à ce niveau-là, on est dans une sorte de... Il faut prendre du recul par rapport à ça, une sorte de tentative de gouvernance de la totalité du monde. Mais en même temps, les gens qui tentent de faire ça, ce sont les mêmes qui sont les derniers des empires coloniaux. C'est-à-dire les Américains essentiellement, globalement l'oligarchie, ce qu'on appelle l'oligarchie anglo-saxonne, ce sont les derniers qui tentent en quelque sorte de regouverner le monde. Et c'est là que c'est intéressant aussi, parce que ce sont tous des gens avec le système de finance mondiale, ce que Eisenhower avait dénoncé quand il a quitté la Maison Blanche, avec ce qu'avait dit Kennedy avant d'être assassiné, on le sait maintenant par la CIA, quand il dénonçait l'État profond, ce qu'on appelait à l'époque le complexe militaire-industriel. Voilà, toutes ces choses-là. Andrew Jackson a parlé des banksters, il disait « la banque veut me tuer ». Et donc tous ces gens-là qui sont dans ce système-là, qui ont poussé les États à faire la guerre, qui ont poussé les États à l'impérialisme, parce que je ne pense pas que ce sont les États qui veulent faire la guerre, ce sont ces gens qui sont derrière qui poussent les États à l'impérialisme. Hein? Et j'aime bien cette phrase qui dit « le malheur du monde ne tient pas aux religions, au peuple ». Ni à la foi, mais tient à l'insatiable appétit des puissants, les humbles veillent. Donc, tout cet ensemble-là de gens qui ont généré ces crises, qui génèrent les armes biologiques, n'oublions pas que BlackRock possède 30% des terres en Ukraine, donc qui ont ces techniques de stratégie, on déclenche les guerres, on finance les deux parties, comme ça dans tous les cas on gagne, puis on finance la reconstruction et on fait des fortunes et des fortunes qui s'accumulent depuis 2 siècles. Voilà, et quand on regarde depuis 2 siècles, on se demande quelle est la guerre qui s'est déclenchée naturellement. Et quand on regarde presque toutes les guerres depuis 2 siècles, elles ont toutes été déclenchées par ces systèmes-là. Voilà, avec des systèmes complètement pervers d'endettement. Quand on regarde la crise, on dit que la France maintenant a atteint 3 000 milliards. Mais finalement, au fond... De dette, tu veux dire? L'endettement de la France atteint 3 000 milliards de dettes. Voilà. Est-ce que le but de la crise n'était pas d'endetter, numériser et endetter? On se souvient que, quand même, on a mis dans les pattes de Louis XV la Pompadour pour que la France qui n'était pas dotée soit endettée, qu'on file la dette à Louis XVI et que Louis XVI se trouve complètement bloqué, qu'on autorise la spéculation, que du coup le peuple soit malheureux, qu'il se révolte contre Louis XVI, avec une révolte reprise par les gens qui ont autorisé la spéculation. Donc on a dit que c'était le peuple qui s'était révolté, et pas du tout. Donc on est dans la même technique. Hein, on fait de la spéculation, du coup le peuple a pu à manger, du coup le peuple attaque le roi, alors que le roi protégeait et évitait ça. Donc on est dans ce principe de dette et d'endettement. Aujourd'hui, on n'utilise pas seulement la dette pour essayer de gouverner les gens, mais la pédophilie. Epstein, une des fonctions d'Epstein était de mettre des hommes politiques dans le lit avec des jeunes filles ou des enfants et de filmer pour essayer d'avoir des points de chantage. Et il travaillait avec les CIA, avec le Mossad, et puis d'ailleurs dès qu'il s'est fait piquer, on l'a zigouillé pour qu'il ne parle pas. Et donc on est dans ce système-là de chantage un petit peu mondial. On peut se demander, finalement quand on regarde le monde, on pourrait se poser une question intéressante, c'est qu'est-ce qui est vrai? Oui, c'est ça, mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films sur des complots qui arrivent, etc. Et pourtant, on voit que le citoyen, en général, n'arrive pas à intégrer le fait que ces gouvernants ou les gens qui sont à des hautes positions de responsabilité dans des institutions puissent être malveillants, en fait. Oui, absolument, absolument. Les gens c'est très, très compliqué. C'est la même chose que quand il y a des abus sur les enfants. En fait, on associe l'État aux parents. C'est très difficile pour un enfant qui est battu de considérer que ses parents puissent être méchants, vouloir du mal. Il se dit forcément qu'il a fait quelque chose de mal, que c'est de sa faute, qu'il est responsable. Même les enfants, quand ils violent, ils se disent « qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive ?» Et si forcément ça m'est arrivé, c'est vrai. On entre dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive et la dissonance sexuelle. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas le croire. Pourtant, donc, on a plein d'exemples, ne serait-ce que médical, tous les scandales sanitaires. On ne devrait pas être étonné puisqu'on a des exemples. Oui, les grands laboratoires, Pfizer est le record du monde, je ne sais plus combien, 10 ou 15 milliards d'amendes payées
Enfin, c'est de cet ordre-là. Et les autres labos, c'est des sommes absolument colossales. Mais ce sont des gens qui ont intégré dans leur business plan. Hein. Bill Gates disait l'amende pour une escroquerie, pour une infraction, est toujours moins cher que le bénéfice que ça rapporte. Le jour où on dira l'amende est au minimum égale à 10 fois le bénéfice que ça vous a rapporté, ça se calmera tout de suite. Quand on dira à Pfizer, vous avez fait une connerie, vous avez gagné 80 milliards, donc l'amende c'est 800 milliards, waouh, ça va se calmer tout de suite là. C'est sûr que là ils vont déposer le bilan. Et, oui, il devrait y avoir des sanctions qui soient supérieures aux bénéfices qu'ils ont fait. Mais Bill Gates le dit ouvertement, il a fait fortune comme ça, en faisant des choses interdites. Mais dans leur business plan, ils ont intégré cette notion-là. Et voilà. Donc, si on essaie de bien se recentrer sur ce qui se passe, tous ces groupes de fonctionnement qui sont là, qui gouvernent le monde en sous-main depuis très très longtemps, avec les grands groupes mondiaux, avec ceux qui gouvernent le monde, c'est-à-dire la fortune du roi d'Angleterre, Rothschild, Rockefeller, le Vatican, puis tous les fonds de pension, puis tous les nouveaux riches comme Bill Gates, Zuckerberg, etc. Tous ces gens-là, depuis 2 siècles, gouvernent le monde par en dessous. En sous-main, on tire l'État, on fait les rois, on défait les rois, etc. Hampshire Rothschild disait, peu importe le pantin qui soit sur le trône d'Angleterre, ce qui compte, c'est qui gouverne la masse monétaire anglaise. Et la masse monétaire anglaise, c'est moi qui la gouverne. Donc j'envoie les gens faire la guerre comme il faut, en fonction de ce qui m'arrange. Hein, je conquiers l'Inde, et je pille l'Inde, voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces gens qui ont gouverné le monde par en dessous pendant très longtemps, ils ne veulent plus gouverner par en dessous, ils veulent le gouverner ouvertement. Oui, mettre la main définitivement sur tout, en fait. Voilà, avant ils tiraient les ficelles. C'est intéressant de voir quand même que Mitterrand, dans ses derniers écrits, dit la France est en guerre contre les États-Unis. Mais c'est une guerre qui ne se dit pas. Oui. Et quand sa femme lui disait, mais pourquoi tu n'appliques pas les raisons pour lesquelles tu as été élu, eh bien, il lui répondait, mais tu devrais savoir que c'est plus moi qui décide. Et depuis longtemps. Donc on est dans un système comme ça. En France, notre président, c'est une marionnette qui dépend de... D'ailleurs, maintenant, Clochefauve se vante même d'avoir infiltré tout. Oui, c'est ça, oui, il n'y a plus aucune gêne à le dire, en fait. Donc voilà. Si on va embrayer là-dessus, parce que du coup, on a eu des soucis avec la salle d'organisation suite à l'information qu'on avait donnée de la projection du film de Vera Sharaf, qui est une survivante de l'Holocauste. Oui, et du coup, est-ce que tu as vu ce documentaire de Vera Sharaf? J'ai vu pas la totalité, mais la plus grande partie du documentaire. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle dit les choses comme elles sont, simplement. C'est-à-dire, elle dit, on reprend le même système totalitaire que ce qui a été fait par Hitler dans la Seconde Guerre mondiale avec les camps de déportation, etc. Elle y est allée dans les camps de déportation. Donc, elle sait ce que c'est et elle interviewe plein de personnes et elle a fait un travail extraordinaire. Il faut quand même imaginer que cette femme à 85 ans dit « je vais faire une série de films là-dessus ». C'est un travail absolument colossal qui a été traduit par Senta après dans un travail magnifique aussi et elle explique les choses. Mais ça, c'est interdit de dire ça. Donc du coup, c'est censuré. Et alors pourquoi tu crois que c'est interdit? Pourquoi ça dérange à ce point-là? Pas parce que c'est la vérité. Tout simplement parce que c'est la vérité, parce qu'on dit la réalité des choses. Aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est quand même rigolo, la presse, ce qu'on appelle les merdias, qui d'ailleurs ne font plus Quand on voit que l'ensemble des médias doivent tirer à 300 000 exemplaires en France et que des vidéos comme celle de Jean-Dominique Michel sont déjà 400 000, à lui tout seul, il est plus gros que la totalité de la presse française. Hein, tout ça parce que simplement il dit la vérité, il dit les choses franchement. Mais plein de... Voilà, donc en fait on a... concrètement, les gens pourraient accéder à l'information. Jackson, le président Andrew Jackson, qui était assez remarquable, il disait, moi j'ai tué la banque, c'est-à-dire qu'il a remboursé les dettes, et donc pendant 70 ans, les États-Unis ont été plus sous la pression des banques. Et donc au bout de 70 ans, ils ont réussi à reprendre. Mais Andrew Jackson disait, si les gens savaient ce que fait la banque réellement, ils seraient dans la rue demain matin. Et ils détruiraient toutes les banques. Andrew Jackson, c'est quand même pas un terroriste d'Al-Qaïda, c'est un président des États-Unis. Et donc, les gens ont du mal à voir ça. En fait, c'est le même système totalitaire. C'est Ariane Billérin a raison dans l'internationale nazie quand elle dit que ce même système existe. Mais c'est le même système qui a fait que Rockefeller et Rothschild ont financé Adolf Hitler, qui aurait dû rester un petit prêcheur fou et délirant de fonds de brasserie.
et jamais devenir ce qu'il est devenu, parce que IG Farben s'est allié avec Bayer, qui ont été financés, il y avait des accords qui faisaient que chaque fois que Hitler envahissait un pays, ils avaient le droit de piquer toute l'industrie chimique et pharmaceutique, etc. C'est pour ça qu'on les a financés. C'est pour ça que la fondation Ford a financé l'effort militaire nazi, que le ministre de l'économie, en échange de son silence, a été exfiltré, etc., etc. Donc on a le même système qui se reproduit et qui n'est pas nouveau. C'est un système de guerre, de mise en place des guerres pour faire fortune, on déclenche des guerres, on finance, etc. On finance la révolution russe, après on finance les Russes blancs, etc., etc. Donc on finance la Première Guerre mondiale, puis on finance la Seconde Guerre mondiale, puis on finance une guerre ici, on finance une guerre là, on finance la guerre en Irak. Et voilà, c'est le même système global. Et effectivement, alors derrière ça, on dit « Ah, l'Holocauste, etc. » Oui, l'Holocauste, c'est une catastrophe. Oui, moi, dans ma famille, mon oncle était résistant, il est mort à Neuengamme, à 20 ans et 2 mois. Il a commencé la résistance à 16 ans, c'est un héros de la guerre. Donc je sais bien, dans toute ma famille, j'en ai entendu parler tout le temps de ces histoires-là. Et donc, mais c'est présenté comme... C'est intéressant, c'est les méchants cherchent à se faire passer pour les gentils. Ah, bah oui, vous avez quand même généré les camps de concentration, vous avez quand même financé. Vous dites, ah, bon, on les a sauvés les Américains. Oui, d'accord, mais vous avez fait les deux. Vous générez le drame, et puis après ça, vous faites le sauveur. Ah, au secours, on va... Le propre de la perversion, c'est ça. C'est, je me souviens d'un acteur que je ne citerai pas parce que je ne veux pas... qui disait, moi j'adore faire peur aux enfants pour pouvoir les consoler ensuite. Donc on est dans un système comme ça, et c'est tellement pervers que c'est difficile à voir. Le pompier pyromane, quoi, en fait. Le pompier pyromane. On est dans des pompiers, c'est l'exemple même de la perversion. On joue un double jeu. Il y a un discours public, un discours privé. Ça, le discours public et le discours privé différent, c'est l'archétype de la perversion. Quand vous voulez voir un pervers, vous voyez, est-ce que le discours public est le même que le discours privé? Si c'est différent, vous savez qu'on est dans de la perversion et de la manipulation politique. Donc les gens ont beaucoup de mal à croire ça. Alors ça commence à se voir maintenant, parce que, effectivement, on a utilisé la vaccination qui avait une aura extraordinaire pour manipuler les gens. Et les gens ont beaucoup de mal à croire ça, les gens ont beaucoup de mal à voir ça. Les vertus sont utilisées pour arriver au vice. Exactement, vice et vertu, on utilise les vertus. Voilà, c'est le principe de la... C'est quoi la perversion? C'est utiliser le mal pour faire le bien. C'est plutôt utiliser le bien pour faire le mal. Je dis, je vais te faire du bien, mais en fait, je te fais du mal. Je veux te sauver, mais en fait, je te possède. Et on a le Youssef Indy le dit bien, la guerre des États-Unis contre l'Europe. C'est clair, on est dans ce système. Les gens ont du mal à croire qu'on puisse faire du mal. On a aujourd'hui qu'on puisse déclencher la mort de milliers ou de millions de personnes pour se faire de l'argent. C'est un truc qui dépasse l'entendement. D'où le déni, peut-être. D'où le déni, c'est difficile de réaliser ça. Je pense qu'on est dans un moment comme ça. Si on va aller encore un peu plus loin, on se trouve vraiment, je pense, au niveau, j'allais dire, spirituel. Dans ce véritable combat entre le bien et le mal. Et le bien, c'est l'amour, le mal, c'est l'absence d'amour. Khalil Gibran disait, du bien, je peux vous parler, mais non du mal. Car qu'est-ce que le mal, si ce n'est le bien travaillé par sa propre faim et sa propre soif? En fait, on voit bien tous ces gens qui accumulent de l'argent, qui sont des pauvres dans l'esprit. Quand vous êtes riche à l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'accumuler de l'argent, vous avez de quoi vivre en sécurité. Et voilà, en médecine de tibétaine, on dit, si tu es pauvre, toute ta vie sera perdue parce que tu vas devoir tout le temps survivre. Mais si tu es très riche, tu vas perdre ta vie aussi parce que tu vas devoir t'occuper de ton argent. Donc, essayez d'avoir de quoi vivre tranquillement pour que l'argent ne soit pas un problème et qu'on puisse vivre sa vie, ça, c'est l'équilibre. Et en fait, on voit bien que tous ces gens-là, qui ont probablement tous été traumatisés, et là, si on regarde sur le principe du trauma, au niveau psychologique, pour essayer de comprendre ces mécanismes-là, quand vous traumatisez quelqu'un, vous le dissociez. Alors dissocier, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a de la difficulté, on est coupé de soi-même. Pour arriver à supporter le choc. Pour arriver à supporter le trauma, on voit les gens qui ont été violés ou torturés qui disent je m'échappais, je me voyais torturé en bas. Pour ne plus ressentir la douleur et physique et psychique. Voilà. Donc tout ce qu'on appelait avant borderline, c'est en fait traumatisé. C'est Isabelle Filosa qui nous a bien expliqué tout ça. Les gens, le trauma dissocie les gens. Donc tous ces gens-là, ils essaient de générer du trauma partout pour avoir des gens dissociés avec lesquels on fait ce qu'on veut, qui obéissent au doigt et à l'œil. Ça s'appelle le MK Ultra. C'est des techniques de dissociation, c'est les enfants soldats à qui on bande les gens, on leur demande de tirer à la mitraillette et puis il y a leurs parents qui sont devant, ils viennent de tuer leurs parents. Le gosse il se dissocie quoi. Pas possible, on peut pas, on peut pas vivre avec ça, on peut pas.
entraîne-toi à tirer sur le mur et puis il y a des gens vivants devant. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est impossible, on ne peut pas survivre à ça. On doit se dissocier. Et donc, on finit par se demander si ces gens ne sont pas dissociés. Et étant dissociés, ils ne savent plus vivre. Donc, ils pensent qu'en accumulant de l'argent, ils arriveront à quelque chose. Mais non, ils n'arriveront à rien. Ils sont de génération en génération où ils n'arriveront absolument à rien. Oui, c'est peut-être presque une mort intérieure en fait. C'est une mort intérieure. Donc, on a des gens qui sont morts spirituellement et qui tentent de... ils font quoi? D'abord, ils pensent qu'ils n'arrivent pas à vivre. Donc, ils vont augmenter la taille de la vie en disant, j'arrive pas à vivre, du coup, je vais vivre plus longtemps. Mais c'est des morts vivants. Il faut, mon gars, le but, c'est pas de vivre éternellement. Le but, c'est d'être vivant. Vous voyez, ces gens, ce médecin qu'on entend parler, qui va à la mort de la mort, ou les gens qui utilisent l'adrénochrome et toutes ces techniques effrayantes pour essayer de vivre plus longtemps. Non, Goethe a dit, Dieu a créé la mort pour qu'il y ait plus de vie. Et donc, on sait que la vie est finie. Et finie dans le sens où elle va s'arrêter un jour. Donc, c'est ça qui nous ramène face à nous et face au principe de vivre. Donc, ces gens-là ne savent pas vivre, donc ils accumulent, ils se passent les fortunes de génération en génération, ils veulent gouverner le monde. Et là, on voit un point très important, c'est qu'ils attaquent les enfants. Parce que les enfants, c'est la vie. Chaque enfant qui vient sur Terre est une nouvelle charge de vie qui arrive, une nouvelle charge d'amour qui arrive. Et donc, ils savent plus ce que c'est que l'amour, ils savent ce que c'est que les dollars. Hein, c'est comme dans les dessins animés où le gars, il a des dollars qui passent dans les yeux. C'est un peu comme ça. Il y a Mickey ou Donald ou Oncle Picsou qui a les dollars qui passent dans les yeux. Ce sont des gens qui sont comme ça. Et donc, on les voit dans tous ces gens, donc ces gens très riches, et ils pensent que plus ils possible. En fait, ils pourront jamais acheter le principe de l'amour. L'amour qui vous ouvre le cœur, l'amour qui vous rend généreux, l'amour du prochain, l'amour des proches, cette sensation extraordinairement profonde et puissante de la sensation amoureuse, et pas l'emballement du sexe, hein, la vraie sensation du cœur. Un peu comme quelqu'un qui a eu un gros chagrin d'amour et qui, pour un temps, se ferme à l'amour parce qu'il a peur de souffrir. Ce sera oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre l'amour où il est, c'est-à-dire au niveau des enfants, d'où la pédophilie. D'où l'adrénochrome, d'où le principe. Ils essaient de prendre l'amour où il est, mais non, on est vraiment dans un combat spirituel, un combat complètement diabolique. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour, donc j'essaie de posséder. Et donc on voit bien ça, c'est quelque chose qui existait depuis un moment, qui monte depuis la Révolution française et qui arrive maintenant au summum et qui arrive avec et on a toute une série de choses qui se mettent en place, l'effondrement du système du dollar, l'effondrement du système colonial mondial et de l'unipolarité, ce système financier qui a été derrière l'unipolarité, derrière le système du dollar et le système de l'impérialisme, qui commence à s'y arriver au bout. Donc on a comme dit Maffezoli, le temps du soulèvement, le temps de la bascule où on va passer à autre chose. Et on est en train de vivre ça. C'est ça qui est important, c'est pour ça que les gens aient bien conscience. Pourquoi tout se passe en même temps? Pourquoi il y a la dette, qui est un moyen de mettre d'assurer les États? Pourquoi il y a la manipulation et le contrôle? Pourquoi il y a toute la pédophilie en ce moment? Pourquoi il y a les guerres? Et c'est ça, tout est ensemble. Alors, en tant que médecin, j'ai développé depuis 30 ans une vision du monde que j'ai appelée les 5 cercles, la théorie des 5 cercles. Et où j'ai expliqué comment l'âme qui s'incarne passe par l'ADN qui est la base du code génétique que personne ne peut expliquer. Hein. L'ADN, toutes les explications scientifiques, le hasard et la nécessité, etc., on ne peut pas expliquer. Si vous voulez expliquer ça, c'est 1 et 900 zéros. C'est pas possible. Donc c'est forcément quelque chose qui n'a pas pu être créé par le hasard. Hein, malgré toutes les expériences qu'on a pu reproduire, on n'arrive pas à faire ça. Surtout faire l'enchaînement. Et donc, l'âme arrive, elle s'incarne dans un nouvel enfant, et puis il apprend la vie, il apprend à fonctionner, et il est dans un corps qui est son instrument de vie, qu'il porte, et qui va essayer de le faire évoluer. L'abbé Pierre disait, et si on se ramène au fond, il disait, la vie c'est un temps pour apprendre à aimer. Donc, le petit enfant, il est là et il va grandir, il va apprendre le monde. Et puis, il va essayer, on est tous là, à essayer de vivre notre vie, d'accomplir nos talents, d'accomplir les choses, d'apporter de l'amour au monde, de partager de l'amour au monde, pour que l'amour se manifeste dans le monde. Et puis, derrière ça, il y a la notion des maladies. Alors, les maladies, c'est pas du tout une anomalie. Les maladies, c'est comme l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver,
Il y a des moments où il faut recycler, régénérer. Il y a des moments où quand vous écartez trop de votre axe, eh bien, le corps dit non, ça va pas, tac, on va arrêter, on va déclencher un truc pour guérir. Les maladies, elles servent aussi à l'évolution. Toutes les maladies infectieuses qu'on appelait avant obligatoires, qui sont maintenant interdites, sont des maladies fondamentales pour se développer. Et donc, on fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Est-ce que c'est en faisant tes études de médecine qui disent pas du tout ça? Ou est-ce que c'est ton expérience en voyant les patients? Ou comment t'en es arrivé à donner un sens aux maladies? Non, c'est pas mes études de médecine qui m'ont appris ça. Même s'il y a des gens dans la médecine classique, des gens qui sont extraordinaires. La médecine classique, elle fait d'extraordinaires techniciens. Et beaucoup de sciences, de scientifisme d'ailleurs souvent. Plus les grandes revues, on sait bien que la Lancet, etc., ce sont toutes des revues corrompues. Peter Doshi nous l'a expliqué, c'est toutes des revues corrompues. Bon, voilà. Donc, mais il y a encore d'excellents techniciens dans la médecine. Mais c'est pas ça qui m'a appris ça. L'homéopathie m'a appris ça. La médecine chinoise, l'acupuncture m'a appris ça. Et puis j'ai rencontré pas mal de gens assez extraordinaires qui m'ont appris avec lesquels j'ai travaillé sur le sens des maladies. Et puis j'ai continué même mon chemin pour comprendre ça. Et justement, et toute cette théorie des 5 cercles, personne ne me l'a appris, c'est issu de mon expérience pour comprendre à quoi sert la maladie, comment ça fonctionne. Et donc, si je redéveloppe la suite, quand vous tombez malade, vous pouvez faire une maladie aiguë. La maladie aiguë, elle a comme objectif de vous ramener à l'équilibre du premier coup. Si vous n'arrivez pas, vous allez soit passer en maladie chronique, parce que vous n'avez pas réussi, mais vous avez tenté de quand même y arriver malgré tout, mais j'essaye de revenir à l'équilibre, mais je n'arrive pas. Et entre deux, je peux faire ce qu'on appelle les maladies intermédiaires, que la médecine a du mal à comprendre, la fibromyalgie, les insomnies, les migraines, les allergies, etc. Qui sont toutes des maladies, on n'est pas encore dans la somatisation, on est entre les deux. Là, la médecine est perdue avec ça. Donc, équilibre, maladie aiguë, maladie intermédiaire, maladie chronique. Et au-delà des maladies chroniques, il y a le transgénérationnel. C'est-à-dire, quand on n'a pas réglé, on passe le ballon à la génération suivante. Donc, vous voyez, un enfant, il arrive dans une famille où il y a tout ça. Et sinon, ça passe au transgénérationnel. Et puis, j'avais dit il y a 20 ans que... et j'avais beaucoup travaillé sur le rôle des microbes, la fonction des microbes. Et j'avais dit qu'au-delà d'un certain temps, quand ça ne se réglait pas, ça allait se généraliser. Ça allait éventuellement, les épidémies étaient là pour régler le problème. Les épidémies, la grippe passe sous les hivers pour tester tous les gens, comme la faucheuse qui passe pour voir les gens qui doivent... pour tester tous les gens, pour les obliger à comprendre. Et la grippe vient nous parler du transgénérationnel. Hein. Donc tous les ans, la grippe passe pour remettre, t'es capable de passer la porte ou pas, voilà, ok, t'es testé, si t'es bon, c'est... Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est il y a une vingtaine d'années, j'avais dit, quand on a dépassé le stade du transgénérationnel, eh bien, et quand son problème personnel n'est pas réglé, du coup, on oblige la génération suivante à contribuer au règlement de son propre problème, et ça ne règle rien. Et éventuellement, on peut passer au monde. Ce que j'appelle le monde, c'est je vais tenter de modifier le monde parce que je n'arrive pas à régler mon problème personnel. Et là, j'avais mis sous le même niveau le monde, la guerre et les épidémies, et la politique. Donc ça veut dire que je n'arrive pas à régler mon problème, donc je vais le passer au monde. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a la guerre, la politique et les épidémies au même endroit. Donc on est vraiment dans ce 5e cercle, et ces derniers temps, on voit ce qui se passait, je dis le 6e cercle, c'est le diable. D'accord. On est vraiment dans cette notion-là globale. Et c'est intéressant parce que ça permet de voir comment, globalement, d'essayer de proposer une vision un peu plus large du monde. Il y a Pascal Corradini qui parlait hier du livre que tu as écrit, qu'il trouvait très intéressant sur cette notion d'embryon. C'est de ça aussi dont tu parles là-dedans, dans ce livre d'ailleurs? Je parle dans ce livre qui s'appelle Histoire de vie, message du corps, qu'on peut trouver sur le site lessymboles.com. Je parle aussi un peu de ça, mais je ne vais pas aussi loin dans ces notions. Alors c'est un livre que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années, mais effectivement je parle de cette science extraordinaire qui est l'embryologie. L'embryologie, c'est quelque chose d'incroyable. Comment un ovule et un spermatozoïde qui vont, d'abord comment ils sélectionnent, comment ça se passe, ils se rencontrent, et comment cette cellule ronde va donner un corps humain. Et là, c'est absolument, l'étude de l'embryologie, je fais des séminaires là-dessus, est absolument fabuleuse. Comment l'embryologie va traduire le passage d'un monde à l'autre. Comment elle va traduire l'incarnation.
Alors, toutes les traditions spirituelles nous parlent d'un humain, enfin, dans toutes les traditions, si tu regardes la chrétienté, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, tout, une âme divine et un corps humain. Et comment ça se met en place? Et c'est intéressant parce que dans l'origine, on le voit. Au début, il y a deux forces, il y a l'amnios et le vitellin. Le vitellin, c'est l'animalité, la survie. Et ça va donner tous les organes de survie, poumons, intestins, foie, utérus, etc. Tout ce qui permet de survivre, le ver de terre. Et puis il y a l'amnios qui donne l'âme, l'amnos. Et les deux sont là, on voit, on a deux bulles qui se collent l'une à l'autre. Donc on a l'âme et l'animal. Et au milieu des deux va se mettre en place par un truc extraordinaire que presque aucun embryologiste, à part Eric Blechschmidt, n'ont compris. C'est ce qu'on appelle le nœud de Hensen, où d'un seul coup l'énergie va passer de l'âme, non pas dans l'animal, mais créer une couche entre les deux pour que l'incarnation soit possible. Pour que l'âme puisse trouver le moyen, parce qu'il y a une telle différence, un tel gap gigantesque entre l'énergie de l'âme et l'énergie de l'animal, qu'on voit bien dans la vitesse de multiplication cellulaire qu'il faut trouver une solution. Et à ce moment-là, il y a une sorte de, il y a ce qu'on appelle le nœud de Hensen, une sorte de siphon, où les cellules vont passer de l'amnios et vont les se mettre entre les deux, pour créer la troisième couche qui est l'adaptation, qui va nous donner quoi? Le foie, les muscles, les glandes, et surtout le cœur. Non, plutôt pas le foie, le cœur. Tu couperas, je vais reprendre. Qui va nous donner quoi? Le cœur, les os, les muscles, les glandes. C'est-à-dire tout ce qui nous permet de... Parce que je peux penser je t'aime, je peux avoir un corps pour survivre, mais si je veux te dire je t'aime, il faudra que j'ai une langue pour parler, donc des muscles, il faudra que j'ai un cœur pour battre, et des bras pour te prendre dans mes bras. Et donc, ce qu'on appelle le mésoderme, qui est la troisième couche, c'est l'expression d'amour. Et donc quand on voit l'embryologie, on voit la preuve, c'est marqué. Donc c'est une âme qui va rencontrer un corps d'animal et qui a besoin de l'amour pour exister. Et c'est ce fameux amour qui est perdu par ces mondialistes qu'ils essayent de retrouver désespérément alors qu'ils n'ont pas compris que c'est en eux. Et voilà, et c'est pas en allant voler l'amour et l'énergie des autres ou des enfants qu'on va trouver la solution. Donc il y a un retour sur soi fondamental. Et donc là, dans l'embryologie, on est dans un truc extraordinaire. Et c'est intéressant parce que on pourrait imaginer que le cœur et cette couche intermédiaire d'adaptation viennent de l'animal. Mais la migration cellulaire, on le voit, ça vient de l'amnios. Donc c'est l'âme qui donne les moyens au corps d'exister. D'où ce que disait Teilhard de Chardin, qui disait « Nous ne sommes pas des êtres terrestres vivant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels vivant des expériences terrestres. » Et ça se confirme dans l'embryologie. Donc tout ce que les grandes traditions nous ont dit dans l'expression, eh bien existe, on le voit. Dans l'embryologie, bah, c'est où? Si je te dis, bon voilà, t'as une âme divine et un corps d'animal, bah c'est où? Et où? Montre-moi avec les doigts. Bah là, je peux te le montrer, c'est l'amnios et le vitellin. Et le reste, bah, c'est au milieu. Et après, ça se complexifie. Mais on peut dire qu'au début, tout est simple avant d'être compliqué. Et c'est pour ça que l'embryologie nous donne vraiment la clé de fonctionnement du monde. Et ça, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on retrouve des dessins qui reparlent de ça. Par exemple, dans ce tableau du XIVe siècle de Giovanni di Paolo, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. C'est un dessin d'embryologie. C'est extraordinaire. Quand le don de l'âme au plafond de la chapelle Sixtine, c'est un dessin de neurosciences. Donc on a ça. Donc moi, la passion de ma vie, ça a été d'essayer de comprendre tout ça, de le reproduire, et plutôt de l'expliquer. Et cette explication permet aussi d'avoir une vision du monde actuel, d'avoir une vision du grand bouleversement qui est là, parce que c'est cette absence de cœur, cette absence d'âme, qui a pris des proportions telles qu'elle est complètement diabolique. Et c'est ce grand combat qui est entre les forces diaboliques, c'est-à-dire diabolare, c'est-à-dire séparé. On est séparé de son cœur, séparé de son âme. C'est ça diabolique, c'est pas un mec avec des cornes et des pattes fourchues, hein. C'est pas ça, c'est ça. L'idée générale, c'est ça, c'est je suis séparé de mon cœur, je suis séparé de mon âme. Et donc je veux vivre éternellement pour essayer d'avoir une chance, mais ils n'ont rien compris. Ils peuvent vivre 5 siècles, 10 siècles, puis en plus, comme disait Woody Allen, histoire de plaisanter un peu, l'éternité c'est long, surtout sur la fin. Donc c'est pas la solution. Donc voilà, c'est vrai que certaines personnes qui connaissent mon travail sur l'embryologie, sur le sens des maladies,
régulièrement me disent « Ah oui, ça nous permet de comprendre, effectivement, ce que j'ai expliqué sur l'embryologie, plutôt ce que l'embryologie m'a expliqué de la vie. » Tu as écrit un livre là-dessus ou... Non, j'ai pas écrit, j'ai fait beaucoup de conférences, mais j'en parle un peu dans Histoire de vie, message du corps. Mais j'ai encore beaucoup de livres à écrire, c'est pas terminé. Et donc, c'est intéressant parce que je vais écrire maintenant les 5 cercles, mais depuis la crise, j'ai vu où est le 6e cercle, quel diable. Donc au centre, on a l'ADN qui est Dieu, et au bout, on a le 6e cercle qui est le diable. D'ailleurs, on retrouve le 6 et le 66 et le 666. Donc voilà, et on a toutes ces forces qui sont là. Et alors, il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais ce que tu vas nous décrire, c'est épouvantable, etc. » Mais Hannah Arendt disait « L'optimisme, c'est pas de voir que le bien. L'optimisme, c'est d'être capable de voir ce qui est dangereux et d'être conscient et lucide par rapport à ça. » Et moi, je dis aux gens « Soyez lucides par rapport à ce qui se passe. » Et c'est parce que vous êtes lucide, que vous avez conscience des choses qu'on peut être optimiste parce que vous ne vous laisserez pas faire. Si vous ne voulez pas voir, si ce que je vous dis vous terrorise, bon, on est mal parti. Si ce que je vous dis vous ouvre les yeux, vous dites « Ok, c'est conscient, on va reprendre en charge notre vie. » Là, on est bien parti. Parce qu'Ariane Biron disait que le but ultime du totalitarisme, en fait, c'est la mort. Est-ce que tu crois que là, on est dans un passage obligé comme la maladie pour arriver à quelque chose de mieux? Est-ce que tu as foi là-dedans? Ou est-ce que parfois tu peux avoir peur que finalement ça dure un peu longtemps et... Alors, je ne sais pas si Ariane dit que je connais très bien que le but du totalitarisme, c'est la mort. Non, le résultat final du totalitarisme, c'est la mort. Oui. Mais je dirais que les totalitaristes, ils sont déjà morts, mais ils ne le savent pas encore. Ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Donc, ils sont morts. C'est le principe même du totalitarisme, c'est la mort de l'âme, la mort du cœur, la mort de l'amour. Donc ils sont comme ça, mais ils ne le savent pas encore. Je pourrais faire une blague là-dessus. Ils sont morts, mais ils ne le savent pas encore, mais ils vont plutôt le découvrir. Et ils vont essayer de généraliser la mort, parce que mon père, il disait avec beaucoup d'humour, quand tu es dans la merde et que tu as fait une connerie, c'est bien de savoir que tu n'es pas le seul. Quand tu es mort, tu as envie que les autres soient morts aussi. Donc c'est pas le but du totalitarisme, c'est le résultat final du totalitarisme. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas la mort, ils voudraient la vie, mais ils sont incapables de la trouver. Ils ont perdu le mode d'emploi, mais ils ne le trouveront pas dans leur paquet de billets verts. Et elle n'est pas là, la solution elle est là, elle est dans leur cœur, elle est dans cette incapacité qu'ils ont. C'est pour ça que j'avais dit avec humour, on devrait créer une ONG pour venir au secours de tous ces pauvres transhumanistes qui sont perdus, tous ces milliards. T'as évolué dans le projet ou en développement? Non mais voilà, bon mais je pense qu'aujourd'hui... Non mais clairement c'est des victimes en fait, on peut se dire que certainement s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont subi des perversions eux petits et des maltraitances finalement. Ah mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, quand on voit... Georges V, quand il décrit son éducation, son principe d'éducation, il dit il faut terroriser les enfants pour qu'ils vous obéissent. Il le dit, Georges V. C'est intéressant. Et donc, tous ces principes d'éducation, ce que Alice Miller parle de la pédagogie noire, dans C'est pour ton bien, il y a un tout début, il y a... un texte qui dit moi j'ai été éduqué d'une certaine manière, et il dit si tu peux réussir à briser la volonté d'un enfant avant qu'il arrive à l'âge de la conscience, il oubliera même qu'il en a eu une, il viendra te manger dans la main. Et il dit moi j'ai été élevé comme ça, j'ai essayé d'élever mes enfants comme ça. Et ce type qui a écrit ça, c'est Rudolf Hess. Donc on est dans cette notion-là, on est dans... Hitler est un enfant martyr. Alice Miller a parfaitement décrit que Mao Tse-tung, Staline, Hitler, ce sont des enfants martyrs et qui n'ont jamais connu autre chose que ça. Elle dit si jamais ces gens-là avaient connu autre chose une fois, ils ne seraient pas devenus des monstres. Mais comme ils n'ont pas connu ça, et en fait tous ces principes d'éducation, de pédagogie, on va te faire ça, c'est pour ton bien, tu vas souffrir mais c'est pour ton bien, brisent les enfants. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un monde où les gens qui aient le pouvoir ou le pouvoir de décision soient foncièrement bons? Est-ce qu'on peut même juste l'imaginer? Bien sûr qu'on peut l'imaginer. C'est l'enseignement du Christ. Ouais. C'est l'enseignement du Christ. C'est la foi. Moi, où est-ce qu'on doit annihiler le pouvoir, en fait? C'est un peu je pense qu'on est on est vraiment dans un moment spirituellement où on est aux phases de l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, c'est le dévoilement. C'est-à-dire qu'il fallait peut-être que ce monde diabolique ait pris le pouvoir depuis 1700 pour arriver à ça. Et pour tous ces gens de ces sectes
qui ont fait allégeance au diable. Je ne nommerai pas, on sait très bien de qui on parle. Voilà, et donc, c'est intéressant de voir, par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez que l'Arabie Saoudite fait la paix avec l'Iran, à partir du moment où les Américains s'en vont. Intéressant. Ouais. Ça, c'est terriblement porteur d'espoir. Quand on voit que l'Ukraine et la Russie, au bout de 2 jours de guerre, ils étaient déjà en train de négocier à Istanbul, mais que c'est les Américains qui se sont opposés. On voit il y a un désir fondamental des peuples de vivre en paix. Il est là, ce désir fondamental des peuples. Et il y a toute cette oligarchie financière qui finance de la guerre en permanence, mais on voit que ce désir, il existe. Les 2 exemples que je cite là, l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui étaient censés se taper dessus pour un... ils ont fait la paix. Et est-ce qu'on peut dire en fait que ces gens qui nous poussent au malheur, en fait, ce serait comme une maladie, en fait, il faut qu'on la fasse, qu'on la comprenne pour qu'on évacue. Est-ce qu'on pourrait l'assimiler à ça, en fait? Oui, je pense que c'est une maladie du monde. C'est pour ça que quand je décris les cercles, équilibre, donc conception, embryologie, accouchement, équilibre, maladie aiguë, maladie intermédiaire, maladie chronique, maladie transgénérationnelle, le monde, eh bien, c'est des maladies. Seulement, la maladie se répand dans le monde. Quand vous ne réglez pas votre problème, vous demandez aux générations suivantes de le régler pour vous. C'est le transgénérationnel. Vous demandez à vos enfants d'avoir des études qui ne vont pas vous angoisser. Ben non, règle ton angoisse. C'est pas à tes gosses d'appeler de faire sonner le téléphone quand ils sont arrivés pour que tu te désangoisses. C'est à toi de gérer ta propre angoisse. Voilà. Et donc, effectivement, on est dans des maladies du monde. C'est intéressant parce que les grandes épidémies ont été des maladies du monde. La peste noire c'est quelque chose qui arrive au moment où on sort du Moyen-Âge, qui pourtant est une période assez extraordinaire, contrairement à ce qu'on a dit. Et il y a une notion à la fois de mode, de manière, mais Camus dit bien que le seul moyen de lutter contre la peste, c'est la vérité. Et que le mensonge génère la peste. Le mensonge et l'égoïsme génèrent la peste. Et donc, quand le monde est trop affecté, on a des choses comme ça. La rougeole, par exemple, c'est ça qui est intéressant. Je me suis beaucoup intéressé aussi à la compréhension des épidémies. La rougeole, par exemple, qui aujourd'hui est interdite, mais c'est une maladie fondamentale dans l'histoire de l'humanité. C'est la maladie de la domestication. C'est la variole du bœuf, la peste non, c'est une maladie des bovins au départ, la peste bovine, voilà, qui va se transformer en rougeole. Alors au début on a dit c'est apparu vers l'an 1000, puis maintenant on sait qu'on a retrouvé dans des momies égyptiennes de 500 ou 1000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est le maladie de la domestication. Donc ça va par petite épidémie dans le monde. Ce sont des gens que vous allez vous domestiquer. Quand la rougeole arrive en Amérique du Nord, les Indiens qui vivent en harmonie avec la nature ne sont pas domestiqués du tout. Ils vivent sur les lois naturelles. C'est-à-dire l'été, l'automne, l'hiver, on ne prend pas tous les arbres d'un fruit, tous les fruits d'un arbre parce qu'il faut en laisser pour les oiseaux pour la génération suivante. On respecte la terre parce qu'elle nous nourrit, c'est notre mère, etc. Il y a tout un respect écologique extraordinaire. Il faut voir le fameux discours du chef Seattle. Et donc, eh bien, les Indiens, ils sont confrontés à l'envie civilisatrice et donc ils se prennent la rougeole plein pot. Et on voit bien que les premières tribus qui accueillent le Mayflower passent de 80 000 à 5 000 habitants en l'espace de 40 ans. Parce que les épidémies sont là. Donc il y a des maladies du monde en fait qui existent. Et des épidémies sont des maladies du monde, les guerres sont des maladies du monde. C'est pour ça que j'ai mis au même niveau les épidémies, la guerre, le monde et la politique. Donc on peut dire que le monde est malade, on peut dire que le monde traverse une crise d'évolution, qu'il y a des convulsions. Les convulsions, ce sont les guerres, ce sont les épidémies, mais là, elle est carrément manipulée. Donc voilà, et que notre monde est dans une phase de crise, notre monde est dans une phase de maladie. Et j'aime bien, j'avais un jour dit, il faut toujours penser aux symptômes qui marchent dans nos symptômes. Le symptôme qui marche dans nos symptômes. Donc dans tout symptôme, il y a un symptôme qui marche. Donc quel est le symptôme qui marche dans le symptôme du monde aujourd'hui? Et effectivement, si vous relisez l'Apocalypse de Jean, on est en plein dedans. Et on est vraiment dans la description de ce qui se passe, le dévoilement. Moi, je pense qu'on vit dans l'histoire du monde une période absolument extraordinaire. Jamais le monde n'a été un cœur d'évolution aussi important.
Pour ça, j'ai envie de dire à tous, regardez, on vit un truc incroyable. Ouvrons nos yeux. Soyons des artisans pacifiques de ce changement du monde. Pas le béni-oui-oui, non-violence, etc., que disent certains, que je trouve vraiment dangereux même, à la limite. Hein, parce qu'on a dit, oui, Gandhi, les Anglais ont dit Gandhi, regardez, c'est bien, il faut surtout faire comme Gandhi. Bon. Et on n'a pas parlé des 30 millions de morts qui ont été faits parce que Gandhi n'a pas voulu aborder le principe de la violence. Donc est-ce que Gandhi a généré 30 millions de morts? On peut se poser la question. Il aurait peut-être affronté le risque de violence et on n'aurait peut-être pas eu 30 millions de morts, on en aurait peut-être eu un peu moins. Donc oui, allez idéaliser Gandhi, et en plus Gandhi dormait avec des enfants, c'est limite. Hein. Bon, en fait, c'est un rêve, on aimerait que ça se résolve comme ça. On aimerait que ce soit. Hein, voilà, Coluche, il blaguait, il disait « Je voudrais que mon pays soit un pays neutre ». Il dit « C'est quoi un pays neutre? C'est un pays qui ne vend pas d'armes à un pays en guerre, sauf s'il paye comptant ». Donc Coluche, il montrait bien le principe fondamental de traité. Luther King était beaucoup plus réaliste. Il disait « Ma non-violence n'a de la valeur que parce que les blancs en face de moi voient le noir avec le bras en l'air et le cocktail Molotov. » Il dit « Non, on préfère traiter avec vous. » D'accord, ok. Vous voyez? On a peur des autres. La peur de la violence fait qu'on peut traiter dans la non-violence. Mais si les gens ne sentent pas le danger, c'est le propre de la nature humaine là. Donc je pense qu'on est dans un moment extraordinaire. J'ai envie de dire aux gens, mais regardez, ce mois est fantastique. C'est un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Soyons conscients de ça. Et dans notre lucidité, interrogeons-nous chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour favoriser cette bascule? Je crois qu'il y a déjà le premier gros travail, c'est de prendre conscience sans tomber dans la peur ou l'angoisse. Et justement, toi, t'es dans quel, toi qui as conscience de tout ça, en fait, t'es dans quel sentiment? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es dans l'angoisse? Est-ce que tu es dans l'attente tranquille? Comment tu pourrais décrire tes sentiments, en fait, qui peuvent être aussi variés selon les moments, hein, Moi, je me sens très tranquille. Ouais. Je peux être préoccupé par certains moments parce qu'on passe certains moments stratégiques. Je suis très attentif. Je ne suis pas inquiet, je suis attentif à ce qui se passe, je dirais. Je ne suis pas du tout angoissé de ce qui va se passer. Je crois que je pourrais être angoissé si je ne voulais pas voir. Si je faisais ça, je pourrais être angoissé parce que je ne sais pas ce qui va se produire. Mais dans la mesure où j'ouvre mes yeux, je vois bien les choses arriver. Donc je n'ai pas peur. Est-ce qu'on peut se dire que la prise de conscience, finalement, au départ, ça fait un petit peu mal, mais après, du coup, quand on sait quel est le danger, ben, en fait, on se sent mieux. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. À partir du moment où tu as conscience du danger, tu sais où il est, bah, tu n'es pas inquiet parce que tu fais attention. Je veux dire, si tu marches droit, les yeux bandés vers une falaise, tu vas mourir. Je peux te le promettre. À partir du moment où tu vois la falaise, tu enlèves tes boutons, oh, on va par l'autre côté. C'est bon, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Pour ça qu'il y a plein de gens, quand ils disent oui, mais moi ça m'angoisse quand je vois ça. Je dis, moi ça ne m'angoisse pas, ça me désangoisse au contraire. Voir les choses, voir où est le danger, ça me désangoisse. Ça veut dire que la solution là, la solution nous appartient. C'est important que les gens reprennent le pouvoir sur leur vie, tu vois. C'est ça qui est important. Reprenez le pouvoir sur votre vie, ouvrez vos yeux. Ne soyez pas dupes de ce qui se passe, de la guerre de l'Amérique contre le monde, du baratin, de la finance, de la dette, de ce virus traficoté, de ce réchauffement climatique qui n'existe pas. Le carbone, c'est la vie. Plus il y a de carbone, plus, à l'époque des dinosaures, il y avait 3 fois plus de carbone que maintenant. Il y avait des plantes exubérantes, il y avait une végétation extraordinaire. Plus il y a de carbone, plus il y a de vie. C'est formidable, laissons faire le carbone. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une pollution chimique qui est dramatique, c'est différent. Mais faire l'amalgame entre les deux, c'est une mauvaise chose. Notamment tout ce qui est cancer, là, en voyant le livre de Fernand Delarue, on se rend compte qu'en fait, au lieu de se mettre sur les vaccins, on ferait mieux de se pencher sur les causes de toutes ces maladies et ces dysfonctionnements, de ces cancers. Alors, les seules causes qu'on a le droit de regarder, c'est celles qui rapportent de l'argent à Big Pharma. C'est clair, ça c'est clair. De toute manière, depuis le rapport Fleischner, qui était le rapport Fleischner, c'est la fin de la médecine. La médecine moderne, c'est le rapport Fleischner, c'est la fin de la vraie médecine. Rapport Fleischner commandé par les Rockefeller pour pouvoir... rapport Fleischner, c'est Abraham Fleischner, créé à la demande de Rockefeller Jr., John Rockefeller Jr., qui veut rattraper la mauvaise réputation qu'a son père, parce que c'est l'homme le plus haï des États-Unis, voire le plus haï du monde, comme le disent les journalistes à l'époque. Et donc, il veut créer une fondation. Mais le problème, c'est que c'est rigolo, parce que son père, John Senior, lui, il aimait bien l'homéopathie. Tous les gens intelligents aux États-Unis se soignaient pour l'homéopathie.
Et Junior, lui, il veut pas. Et donc, il respecte pas la consigne de son père qui est de partager sa fortune entre l'homéopathie et la médecine chimique. Mais aidé du révérend Gates, intéressant comme nom, il crée donc la fondation, avec l'argent de la fondation Rockefeller et les millions de dollars, centaines de millions de dollars qu'il déverse sur les universités. Ils font un rapport qu'on appelle le rapport Fleischner, qui est l'association américaine médicale. C'est le début de la fin de la médecine. C'est ce qui est la médecine moderne, c'est le début de la fin de la médecine. Et donc c'est une catastrophe, c'est la base de la médecine telle qu'on l'a. Mais cette médecine-là n'a jamais prouvé. 1900. À l'époque, on commence à penser au rapport Fleischner. Vous avez une chance sur 27 de mourir d'un cancer. Aujourd'hui, une chance sur 3 d'avoir un cancer dans votre vie. Enfin, une chance sur 27 d'avoir un cancer. Aujourd'hui, une chance sur 3. On ne peut pas franchement dire qu'en multipliant par 9 le risque de cancer, la médecine a fait des progrès. Non, la médecine, c'est une catastrophe. C'est quoi une vraie médecine? La vraie médecine, c'est la capacité à maintenir et entretenir des grandes populations en bonne santé. En quoi l'Europe a fait ça? Les États-Unis, 10 ans d'espérance de vie de moins que nous, une surmortalité considérable au niveau des enfants. On ne peut pas dire que ce soit une preuve. C'est quoi les médecines qui fonctionnent? C'est quoi les médecines qui, depuis le début de l'histoire de l'humanité, ont été capables de créer des grandes populations? La Chine avec la médecine chinoise et l'Inde avec la médecine ayurvédique. Sont les seuls. La naturopathie, l'homéopathie, ça se situe à quel niveau? La naturopathie et l'homéopathie, alors, la naturopathie, c'est quoi? C'est la reprise de toutes les techniques naturelles qui ont été éliminées par l'apport Fleischner. C'est une sorte de melting pot des techniques naturelles. Okay. C'est une bonne idée, hein, mais c'est plus pour tout le monde que pour la médecine elle-même. Mais c'est des règles générales de fonctionnement de vie qui sont excellentes, mais qui sont plus qu'on devrait appliquer à tout le monde. C'est des modes préventifs, d'équilibration qui sont excellents, mais on ne va pas soigner beaucoup des maladies graves avec ça. L'homéopathie est peut-être, en Europe, la forme la plus évoluée de la médecine, qui finalement est très cohérente avec le principe de la médecine chinoise. Mais c'est intéressant parce que le premier à avoir eu l'idée de l'inversion des effets, qui est le principe même de l'homéopathie, qui pourrait être la vraie vaccination, hein, puisque le problème de la vaccination, c'est qu'on veut faire un objectif, mais l'objectif, on risque de faire des dégâts autour. L'homéopathie, Hahnemann a compris qu'il va faire la même chose, il donne quelque chose de toxique. Hein. Tous les remèdes homéopathiques sont toxiques de base, mais on les dilue tellement qu'on n'aura pas le risque d'effet secondaire. Donc en fait, c'est le vaccin réussi, l'homéopathie. Donc, donc Hahnemann a cette idée géniale de l'homéopathie, où il reprend les techniques d'Hippocrate. Hein. Dans les lieux du corps, en 445 avant Jésus-Christ, Hippocrate dit ce qui peut déclencher la sangurie peut la guérir. C'est l'homéopathie. La sangurie, c'est la cystite. Et donc voilà, c'est la même idée. Donc Hahnemann a cette idée absolument géniale et qui rejoint les grandes médecines traditionnelles. Nous, notre grande médecine chinoise, notre médecine ayurvédique, c'est Hahnemann, c'est l'homéopathie. D'ailleurs, l'homéopathie, on le sait, les homéopathes ont fait plein de statistiques. Pendant la fameuse grippe espagnole, les homéopathes faisaient leurs statistiques. Aussi, ils les ont publiées. La médecine classique, il y avait 30% de gens qui mouraient, en homéopathie, 3% seulement. Donc, ils les ont fait leurs statistiques. On les connaît à l'époque, hein, c'est tout. Donc, ça, c'est connu. Il y en a eu plein quand il faut au 19e siècle et tout ça. Donc, on sait. Et c'est intéressant aussi parce que on a deux idées globales qui vont s'opposer. L'idée d'Hahnemann et je dirais aussi celle de Claude Bernard que je mettrais que j'associerais parce que ce sont des gens qui ont la même intelligence de la vie. Et de l'autre côté, il y a l'idée de Pasteur. Pour Pasteur, le microbe est dangereux, nous sommes parfaits, c'est le microbe qui nous attaque, le monde extérieur est dangereux et nous on est, voilà, c'est la vision paranoïaque. Et de l'autre côté, Claude Bernard dit la maladie n'est rien, le terrain et tout, et Hahnemann dit bah oui, on va vous aider à rééquilibrer le terrain. Donc on a ces deux choses. D'un côté, on croit dans l'être humain, et de l'autre côté, on a peur du monde. C'est la vision paranoïaque qui est la vision, si on reprend ce que dit Ariane Millerand, du totalitarisme, qui est la vision paranoïaque. Et donc on a ça. Et j'ai envie de dire, les totalitaristes, ils disent, vous avez peur du monde, ça tombe bien, on va se faire de l'argent avec. Et ça, c'est ce que j'appelle moi la catastrophe pasteurienne, qui est une erreur fondamentale. D'ailleurs, Pasteur lui-même, qui était quand même au niveau politique en tant qu'administrateur de Pasteur, c'est pas un mec très correct, hein. C'est le roi des magouilles, il a failli aller en prison, mais comme il était il avait beaucoup de pistons, il n'y est pas allé, mais il a quand même failli.
Et à la fin de sa vie, dans un éclair de lucidité, il a écrit à son ami Renon, il écrivait beaucoup Pasteur, c'est pour ça qu'on connaît beaucoup d'infos, il dit « Je me suis trompé, c'est Claude qui avait raison ». Et Claude, c'est Claude Bernard. Donc la maladie n'est rien, le terrain est tout. Donc on ne soigne pas une maladie, on soigne un terrain. Et donc ça, c'est toute cette... Et on vit là-dedans, mais la grande finance s'est emparée des idées de Pasteur pour se faire de l'argent. Mais vous avez peur, ça tombe bien, on va se faire de l'argent. D'ailleurs, nous-mêmes, on a peur, donc on accumule. Vous voyez, on est dans ce cercle vicieux. Dans le livre de Kennedy, il explique bien que Rockefeller avait envoyé des tas de chimistes analyser toutes les plantes qui fonctionnaient dans toutes les médecines traditionnelles pour les rapatrier, les synthétiser et pouvoir les vendre, en fait. Oui, mais le problème c'est pour ça qu'on veut numériser le vivant, on veut posséder le vivant, le problème c'est qu'une plante en elle-même, bon, on voit avec, par exemple, le Taxol, qui est un médicament contre le cancer du sein, qui est issu du thuya, mais le thuya, on ne peut pas être ça remettre de cancer du sein, mais on a extrait une molécule, mais elle est hyper toxique, elle a des résultats qui sont avec plein d'effets secondaires, alors que la plante, mais on n'a pas le droit de posséder le totem de la plante, c'est-à-dire la totalité de la plante, parce qu'on ne peut pas la breveter. Du coup, ils essayent d'extraire le principe actif, mais ça marche toujours moins bien puisque la nature est bien faite. En fait, la nature, si elle met tout ensemble, c'est parce que, là, mais on rentre dans les mouvements naturels. Mais bon, Robert Kennedy Jr. est un homme extraordinaire. Hein. On espère bien qu'il sera le prochain président des États-Unis. Mais effectivement, toute cette notion-là... Et on retrouve bien là la notion entre c'est pas le bien et le mal, c'est je crois dans la vie ou je crois pas dans la vie. J'ai peur de la mort ou je crois dans la vie. Ça, c'est le grand débat. Bien, ma tranquillité à moi tient au fait que je crois dans la vie. Et c'est ça ma force en fait. Et je vous propose tous de faire la même chose. Croyez dans la vie, vous verrez. Et alors, c'est vrai que la crise a amené plein de gens qui étaient dans la médecine classique à se poser la question, essayer de faire autrement. Fait de créer la médecine intégrative. Des moments, je suis très content de ça, des moments, ça me fait rire parce que nous, ça fait 40 ans ou un siècle qu'on y est, ou 2 siècles, et je suis content de voir tous les petits jeunes qui se mettent à vouloir faire la même chose. Mais j'ai envie de dire, mais regardez, ça existe déjà. Hein. Je les encourage à faire de l'homéopathie, je les encourage à apprendre la médecine chinoise, je les encourage à apprendre l'Ayurveda. Toute cette connaissance existe déjà. Et elle a été tuée en partie par ce que moi j'appelle la catastrophe pasteurienne. Et voilà. Donc on voit bien, on arrive au cœur de la chose. Est-ce que vous croyez dans la vie ou est-ce que vous ne croyez pas dans la vie? Est-ce que vous croyez dans l'amour ou est-ce que vous ne croyez pas dans l'amour? Est-ce que vous aimez la vie ou est-ce que vous avez peur de l'amour? Je pense que ça, c'est la grande question. Ah, c'est une bonne question pour terminer l'interview. Oui, tout à fait. Question de croire dans la vie et de ne pas avoir peur de l'amour. C'est magnifique. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Merci.